Le 31 mai 2018, un certain Jaume Rojas, homme d'affaires espagnol, donne une conférence de presse dans l'hôtel ultra chic Bristol à Paris. Quelques heures plus tôt, dans le même hôtel, il vient de négocier le plus gros deal de l'histoire du football français. Il déboursera plus de 3 milliards d'euros sur 4 ans pour acheter les droits de diffusion de la Ligue 1. Et atteindre 5 millions d'abonnés raisonnablement au début. Bon, dans le jargon, ça équivaut à un coup franc de 30 mètres en pleine lucarne. Une somme qui était tellement énorme qu'elle a fait rêver les uns, cloué le bec aux os, et puis voilà quoi. Sauf qu'en 2020, seulement 2 ans plus tard, une désillusion pour le football français, le groupe sino-espagnol Mediapro, qui avait obtenu les droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2, se retire du jeu, incapable d'honorer ses échéances financières. Ce crash industriel illustre à lui seul celui de la Ligue 1. Un championnat victime des mauvais choix de ses gestionnaires, dont la valeur a dégringolé sur le marché du football mondial. Si rien n'est fait dans les semaines qui suivent, des clubs risquent de prendre des décisions assez dramatiques. En explorant les drames humains, les faillites sportives et les millions d'euros gâchés, on vous raconte les 25 ans qui ont ruiné la Ligue 1. Bon déjà, quand on dit Ligue 1, il faut savoir de quoi on parle. Dans tous les pays où le foot est développé, il y a un championnat qui oppose les meilleures villes. En France, ça s'appelle la Ligue 1. Dans ce championnat de première division, les 18 meilleures équipes françaises s'affrontent. Chaque année, elles se rencontrent au cours de 34 matchs qu'on appelle des journées. À la fin de l'année, l'équipe qui a le plus de points devient championne de France. Et ces équipes, elles ont 4 principales sources de revenus. Il y a d'abord les recettes commerciales, sponsors, le merchandising, c'est-à-dire la vente de maillots, de souvenirs, de produits dérivés. Il y a aussi le trading, c'est-à-dire la plus-value que font les clubs en vendant un de leurs joueurs à un autre club français ou étranger. Ensuite, il y a les recettes liées à ce qu'on appelle le match day. Pour faire simple, c'est le résultat de la vente des billets au stade. Et enfin, il y a les droits télé qui sont négociés entre les chaînes d'un côté et la Ligue de football professionnel de l'autre, la LFP, et c'est là que ça coince aujourd'hui. Les sommes réparties entre les clubs cette année au titre des droits audiovisuels diminueront de 60%. Alors oui, vous avez bien entendu, sur la saison 2024-2025, la somme que vont toucher les clubs grâce aux droits TV va chuter de 60%. Ça fait aussi mal qu'un but contre son camp dans le temps additionnel. Et cette chute vertigineuse, c'est le résultat d'une succession de crashs qui a commencé en 1999. À l'époque, Canal+ règne en maître. La chaîne cryptée monopolise depuis 15 ans la diffusion des matchs sur ses antennes. Sauf qu'une réglementation européenne va venir tout chambouler. Désormais, pour diffuser du foot, il faudra remporter au préalable un appel d'offres. L'Europe, à ce moment-là, fin des années 90, avait peur que des opérateurs de télévision à péage deviennent monopolistiques et s'imposent. Lui, c'est Pierre Maes, il est économiste spécialisé dans les droits TV du foot et il a écrit un livre dédié au sujet, La ruine du foot français. Bon, pour les connaisseurs, Pierre, c'est un peu le Pep Guardiola des finances des clubs, il connaît son sujet par cœur. L'appel d'offres a été donc imposé par les réglementations européennes et certains pays l'ont imposé après par une loi spécifique comme la France. À partir de là, un acteur vient concurrencer Canal+ sur son terrain, son nom TPS, la télévision par satellite. Hey, TPS vous offre en exclusivité l'ensemble des chaînes nationales en qualité numérique. TPS, c'est le résultat d'une alliance de plusieurs titans de l'audiovisuel et ses moyens sont à la hauteur de ses ambitions. La chaîne aligne 1,85 milliard de francs, l'équivalent d'un peu plus de 280 millions d'euros, pour diffuser les matchs de la Ligue 1. À l'époque, personne l'a vu venir, c'est 60% de plus que l'offre de Canal+. Logiquement, TPS doit remporter l'appel d'offres, mais rien ne va se passer comme prévu. Parce qu'en face, Canal+ se sert de son influence auprès des clubs français pour rester dans le game. Depuis plusieurs années, la chaîne arrose financièrement les clubs français qualifiés pour les compétitions européennes au sein d'une organisation qui s'appelle le Club Europe. Une organisation qui échappe à tout contrôle de la Ligue et qui représente beaucoup d'argent pour les équipes concernées qui veulent pas du tout s'en passer. Canal préfinançait les campagnes européennes des gros clubs. Cet argent-là venait en plus pour les gros clubs de Canal, c'était en fait considéré comme des droits télé. La Ligue de football ne veut pas se mouiller, ça mériterait d'ailleurs un petit carton jaune, et elle laisse Canal+ et TPS négocier entre eux. Pour la première fois, la retransmission des matchs de Ligue 1 se fait entre plusieurs diffuseurs, et le duel peut commencer. Alors d'un regard extérieur, il y a une stratégie du quoi qu'il en coûte chez Canal. Chez Canal, il faut tuer TPS, TPS a pris trop d'importance, TPS les ennuie partout, sur le cinéma, sur le sport, etc. Il faut que ça s'arrête. Et donc Canal va mettre une somme considérable sur le foot français pour évacuer TPS complètement. Et quand Pierre parle d'une somme considérable, il pèse ses mots. Lors de l'appel d'offres suivant, on est en 2005, Canal+ met 600 millions d'euros sur la table pour évincer TPS. Jamais la chaîne n'a mis autant d'argent pour diffuser la Ligue 1 et jamais elle n'en mettra autant à l'avenir. Si TPS et Canal+ ressortent rincés de cette guerre, il y a un vrai vainqueur, les clubs, car les droits TV se sont envolés. La concurrence incroyable qu'il y avait entre les diffuseurs a mis les ligues et les clubs dans un confort absolu. Il leur suffisait de jeter les droits sur le marché
pour voir des chaînes de télé se battre à coups de centaines de millions pour les acquérir. Et c'est ce confort absolu qui va ouvrir les vannes des abus. En voyant qu'on leur promet toujours plus d'argent, les clubs, un peu comme des enfants gâtés, ne vont pas arrêter de s'endetter pour acheter des joueurs stars et pour moderniser leurs infrastructures. Là aussi, ça vaut un petit carton jaune. En allant fouiller dans les archives des Échos, on a retrouvé ce papier de 2003 qui pointe déjà la folie dépensière de certaines équipes, et déjà à l'époque, on lisait: l'évolution de la masse salariale est pointée du doigt par la DNCG. Elle atteignait 299,3 millions d'euros à la fin de la saison 2000-2001, en hausse de 22% par rapport à la saison précédente. Bon, pas de quoi s'inquiéter, parce que si on suit la logique du marché, dans lequel il y a toujours plus de concurrence, la valeur du championnat devrait augmenter d'appel d'offres en appel d'offres. Et les clubs devraient rentrer dans leurs frais. Bon, c'est ce qui est arrivé à la Première Ligue, l'équivalent britannique de la Ligue 1, qui mériterait le ballon d'or de la gestion des droits TV. Au cours des années 2010, ils ont augmenté de 70% 2 fois successivement, notamment grâce à la concurrence de 2 diffuseurs anglais, Sky et BT. Si ça vous intéresse, on vous met en commentaire le lien d'une vidéo en anglais qui revient en détail sur cette success story, c'est passionnant. Sauf que voilà, chez nous, il va se passer exactement l'inverse. En 2011, le Qatar arrive dans le championnat français et devient un acteur incontournable. Il investit dans le PSG, ça permet de recruter des stars internationales, Pastore, Ibrahimovic, Beckham. Et avec ses moyens colossaux, le Qatar espère aussi faire grandir sa chaîne nationale beIN Sport. Et ça donne le sourire au président de la LFP de l'époque, Frédéric Thiriez. Dire que rarement, franchement, une reprise du championnat aura suscité autant d'impatience, je dirais même d'excitation. Il y a le phénomène PSG, il se passe quelque chose d'important dans le football français avec l'arrivée des Qataris. Avec ce nouvel arrivant, on va pas se mentir, assez blindé, et les stars internationales qui l'accompagnent, les droits TV de la Ligue 1 devaient exploser. Mais voilà, l'argent du Qatar ne va pas suffire. Et ça, c'est encore lié à Canal+, la chaîne intervient cette fois-ci au plus haut niveau de l'État. Dans leur livre « Un président ne devrait pas dire ça », les journalistes Fabrice Lhomme et Gérard Davet racontent un épisode qui laissera une trace dans l'histoire du football français. Le coup de fil du président de la République François Hollande à l'émir du Qatar de l'époque, Tamim Ben Hamad Al Thani. L'objectif du call, protéger la chaîne cryptée des appétits démesurés des Qataris. Là aussi, ça mériterait un carton rouge. On a sauvé Canal. J'ai reçu discrètement Rodolphe Belmer et Bertrand Méheux. J'ai appelé l'émir du Qatar et lui ai dit « Vous allez venir en France en juin. On vous a défendu par rapport aux Saoudiens. On est à vos côtés. Mais là, qu'allez-vous faire sur les rafales ?» Il y a aussi l'histoire du foot. Je souhaite qu'il y ait un partage. Cet interventionnisme de François Hollande n'aidera finalement personne. On est alors en 2016, et pour tenter de faire exploser la cash machine Ligue 1, la LFP change de soldat. Frédéric Thiriez, vous savez, celui qui était très excité par l'arrivée du Qatar au PSG, retourne au vestiaire. Un remplaçant en or, déterminant pour la suite de notre histoire, va entrer en jeu. Son nom, Didier Quillot. Cet homme d'affaires de formation, qui a fait carrière dans les télécoms, il a notamment été directeur d'Orange France entre 2001 et 2006, se donne une mission: vendre les droits de la Ligue 1 à plus d'1 milliard d'euros par saison. Et pour tenter d'attirer des nouveaux acteurs, il change les règles du jeu. Désormais, le propriétaire des droits TV a le droit de sous-licencier des matchs qu'il achète à d'autres diffuseurs. Il n'est plus obligé de diffuser lui-même les rencontres sur ses antennes. Et ça tombe bien parce que ça, c'est exactement le modèle économique d'un nouveau type d'acteur dans le monde du foot, les agences. La plus connue d'entre elles s'appelle Mediapro. Mediapro, c'est un groupe audiovisuel sino-espagnol fondé par Romer Rojas. Vous vous souvenez, c'est celui qui signe des deals au Bristol. À l'époque, il s'est fait connaître en signant des contrats XXL dans le foot espagnol, mais il se traîne aussi une réputation de mauvais payeur dans les droits du foot italien. Qu'à cela ne tienne, le 29 mai 2018, Mediapro décroche 70% des matchs de Ligue 1 pour 750 millions d'euros par an. Le reste du gâteau est partagé entre Free et beIN et l'addition totale est de 1,150 milliard d'euros. C'est la somme record dépensée par plusieurs opérateurs pour pouvoir diffuser les matchs de Ligue 1 de football à partir de 2020. Les agences, c'est très simple. Elles achètent quelque chose pour le revendre. C'est-à-dire que l'agence qui a acheté les droits très très cher, parce que pour les acheter, il faut surenchérir et battre les autres candidats dans une période à l'époque de grande concurrence. Vous devez mettre 1000 alors que les autres mettent 500 ou 800. Vous achetez les droits et après il vous faut trouver quelqu'un qui va les acheter à 1100 ou à 1200. Le problème, c'est que personne ne veut racheter des droits aussi chers. Ils ont acheté des droits pour 800 millions d'euros par an. Quelle plus-value vous pouvez faire quand vous avez acheté ces droits-là? Les autres chaînes de télévision ne sont pas des gogos non plus, donc ils ont des dirigeants qui connaissent un petit peu le marché. Donc ils ne vont pas forcément vous sauver la mise à partir du moment où vous essayez de leur revendre vos droits. L'agence Mediapro est dans l'impasse. Privée de son modèle économique, elle est obligée de faire ce qu'elle a toujours voulu éviter en devenant diffuseur. Elle crée sa propre chaîne de zéro et le tout
en plein Covid. Cette chaîne s'appellera Téléfoot. Pour tenter de montrer que tout va bien, Mediapro en fait des caisses, couverture des matchs XXL avec des directs dans tous les stades de France, des émissions spéciales, etc. Sauf que seulement 2 mois après sa première prise d'antenne, tout s'effondre. Mediapro ne règle pas les sommes qu'elle doit à la LFP. En interne, on commence à s'inquiéter. Une personne qui était proche des employés de Mediapro à l'époque a accepté de témoigner anonymement. C'est vrai qu'il y avait toujours quand même un nuage autour de mais d'où viennent-ils, ont-ils les reins solides? Assez rapidement, ça commence un peu à tourner à l'orage, quoi. Un orage qui se transforme vite en tempête. Mediapro décide de se retirer complètement de la Ligue 1 en décembre 2020 et de fermer définitivement sa chaîne Téléfoot. Son aventure aura duré à peine 6 mois, laissant des dizaines d'employés sur le carreau. C'est du rêve au cauchemar, quoi. Je réalise ce qui s'est passé quand même là. C'est quand même une déflagration pour le français et son économie. Une déflagration que rien ne va arrêter. Début 2021, si on récapitule, voilà la situation. La LFP se retrouve sans diffuseur pour 70% des matchs de Ligue 1 qu'elle avait vendus au préalable à Mediapro. Le groupe sino-espagnol qui avait promis de payer 750 millions d'euros par an sur 4 ans disparaît. Sa branche française dépose le bilan à l'automne 2021. Les matchs diffusés par Mediapro sont finalement rachetés par un géant de la tech, fraîchement attiré par le ballon rond, Amazon, montant 250 millions d'euros par an. En moins d'1 an, la valeur des droits TV de la Ligue 1 a été divisée par 3. Les clubs risquent la banqueroute. Et c'est alors que débarque un remplaçant, encore un. Vous vous souvenez de Didier Quillot, l'ancien boss d'Orange qui avait pris la tête de la LFP et qui avait négocié le deal avec Mediapro? Eh bien il est remplacé par Vincent Labrune, homme d'affaires et ancien président de l'Olympique de Marseille. Et lui aussi il fait preuve de beaucoup de créativité pour aller chercher toujours plus d'argent. Sa plus grande idée, faire appel à un fonds d'investissement. À ce moment-là, les fonds d'investissement, les private equity, sont tous en chasse dans le domaine du sport. Ils achètent des clubs, et ils essayent d'acheter des ligues. On parlait à l'époque, par ligue, de 10 à 20 fonds intéressés. C'est la folie. Profitant de cette folie, Vincent Labrune va négocier un deal XXL avec l'un d'entre eux, le fonds d'investissement luxembourgeois CVC, qui a déjà fait ses preuves dans la Formule 1 et le rugby. En échange d'un chèque d'1,5 milliard d'euros pour renflouer les finances des clubs, et grâce auquel Vincent Labrune va tripler sa rémunération annuelle au passage, le boss de la Ligue obtient de CVC la création d'une société commune, du joint venture entre la LFP et CVC. CVC obtient 13% des parts, obtient à peu de choses près la moitié de la gouvernance et obtient un versement de 13%, non pas du profit de la joint venture, mais des recettes de la joint venture. 13% chaque année, en gros du chiffre d'affaires de la joint venture est versé à CVC. C'est 13% de droits TV en moins dans le budget des clubs. Le deal très généreux de Vincent Labrune alerte les autorités. Une mission d'information se met en place au Sénat. Son objectif, faire le point sur le modèle du football français et sa financiarisation. Elle est arbitrée par Michel Savin, sénateur de l'Isère, président du groupe d'études sur le sport et les grands événements sportifs au Sénat. Elle interroge plus de 60 protagonistes, de Romero Ress, le boss de Mediapro, à Vincent Labrune, en passant par les propriétaires des clubs et les boss de CVC. Tout le monde y passe et les auditions ne se déroulent pas comme prévu. La première chose qui m'a surpris, c'était que, de façon générale, les présidents de clubs font confiance à 2 ou 3 personnes qui sont à la tête du football professionnel. Quand on apprend que sur des documents aussi importants que le contrat qui a été signé au moment de la création de la société commerciale qui lie la Ligue avec le fonds d'investissement, certains présidents n'ont pas pris connaissance de ce contrat, n'ont pas pris connaissance des enjeux financiers, parce qu'ils nous disent qu'ils font confiance, c'est vrai que c'est assez surprenant lorsqu'on sait que ça concerne le football professionnel et que ça engendre des centaines de millions d'euros. D'autant plus qu'en parallèle, la situation sur les droits TV ne s'arrange pas. Amazon ne renouvelle pas son contrat avec la Ligue. 4 ans après le crash Mediapro, il faut de nouveau trouver un diffuseur et à ce stade, le produit est tellement abîmé qu'il n'attire plus grand monde. Seule la chaîne britannique DAZN, peu connue en France, se montre intéressée. Elle appartient à un homme d'affaires américano-britannique qui a fait fortune dans l'aluminium et le pétrole, mais c'est clair que DAZN fait un peu peur. Ils ont plus de 6 milliards de dollars de pertes cumulées, toutes comblées par le propriétaire, Len Blavatnik, qui heureusement est un des hommes les plus riches du monde. Malgré les doutes et surtout par manque de temps, à quelques jours de la reprise du championnat, toujours sans diffuseur, la Ligue craque et signe. On est au pied du mur, DAZN offre 400 millions, je vais vous dire, c'est déjà très très bien. Comme avec Mediapro, comme avec Amazon, la LFP se jette sur l'argent à court terme. 400 millions d'euros par an sur 4 ans. Mais elle ne prend pas le temps de vérifier la stratégie de DAZN. Bon, à ce stade-là, et au vu des erreurs passées, c'est carton rouge direct.
Alors la stratégie commerciale de DAZN, elle a été un peu chaotique. Yann est journaliste aux Échos, spécialisé dans le sport business, il couvre pour le journal le feuilleton des droits TV dans le foot. Ils ont commencé avec des prix très hauts. Au tout départ, ça pouvait être jusqu'à 40 € sans engagement par mois. Ils se sont vite rendus compte que ça n'allait pas marcher. Ils ont baissé quelques semaines après de 10 €. Et puis, ça n'a pas toujours fonctionné. Donc, ils ont encore baissé à 20 € pour finir en fin de saison avec des packs. Là, on en est à un menu McDo pour les 8 derniers matchs de la saison. Voilà. 25 ans après le premier appel d'offres, 7 ans après le milliard promis par Mediapro, la Ligue 1 s'achète donc au fast-food bradé pour tenter de convaincre de nouveaux abonnés. Aujourd'hui, le pari perdant de DAZN se retourne une fois de plus contre la Ligue. Devinez quoi? La chaîne veut sortir du deal, rompre son contrat et ne plus diffuser les matchs l'année prochaine. Aujourd'hui, on n'a même plus d'acheteurs en France. Donc on a une situation tout à fait nouvelle, qu'on n'a pas encore vue en Europe, où effectivement la Ligue risque de se retrouver face à 0 candidat. Donc ce n'est même plus un monopole, c'est personne. L'important, c'est que rapidement, il y ait des solutions qui soient mises sur la table pour permettre aux clubs d'éviter des catastrophes économiques et financières et sociales. Merci d'avoir suivi ce business drama sur la Ligue 1. Et comme tout bon drama, ça ne s'arrête jamais. On vient d'apprendre que pour l'année prochaine, c'est carrément la Ligue qui étudie la piste de créer sa propre chaîne pour diffuser les matchs de foot de Ligue 1. Une idée sortie du chapeau d'un remplaçant de plus, Nicolas Taverneau, qui vient d'être nommé à la tête de la société commerciale de la Ligue. On attend vos pronostics sur le futur de la Ligue 1 en commentaire et on se retrouve très vite pour un nouveau business drama.